Bonsoir à tous. Je suis Kevin Liagre, je suis lead développeur chez Yogosha. Yogosha, pour la petite histoire, ça veut dire défenseur en japonais. On est une plateforme de bug bounty et ce soir, je vais vous parler un petit peu de sécurité informatique, comment les développeurs aujourd'hui peuvent communiquer avec des hackers pour mieux sécuriser leurs applications. Donc, tout d'abord, un petit constat. Il faut savoir qu'il y a 100% des sites des grandes entreprises françaises, selon le cabinet Wavestone, qui sont vulnérables. Et sur tous ces sites-là, on en a 60% qui sont vulnérables avec des vulnérabilités critiques. Ce qui veut dire que ces vulnérabilités-là peuvent avoir un impact sur leur business. En parallèle de ça, on a un constat qui est qu'on a 25% des besoins de recrutement en cybersécurité qu'on arrive à combler sur la France. Ça, c'est un chiffre qui est apporté par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui montre qu'aujourd'hui, on a un vrai déficit pour recruter des compétences techniques. Pour pallier à ça, en fait, on a une approche qui est en train d'apparaître qui s'appelle le bug bounty. Le bug bounty, c'est tout simple. C'est juste des entreprises et des hackers qui s'entendent de façon à ce que les hackers leur remontent des vulnérabilités et que les entreprises les payent en échange. Il faut savoir que le bug bounty, c'est pas nouveau. C'est une approche en fait qui est apparue dans les années 95, qui a été lancée par Netscape, quand un gars du support technique s'est rendu compte qu'il y avait toute une foule de personnes qui étaient prêtes à les aider pour améliorer leur navigateur. Dans les années 2010, on a les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, tous les géants du web, en fait, qui ont repris cette pratique-là de façon à eux aussi sécuriser leur application. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de Google qui a payé plusieurs milliers d'euros à un hacker parce qu'il leur a remonté une faille. Depuis les années 2012, en fait, on voit apparaître une plateformisation de l'approche. Ces dernières années, on a vu apparaître des plateformes comme Bugshroud, HackerOne, Zerocopter en Europe, ou Yogosha comme nous, qui essaient de démocratiser l'approche de façon à ce que la sécurité informatique soit accessible à tous, la collaboration avec des hackers soit accessible à tous. Pourquoi on a ce phénomène qui est en train de se passer? Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, un hacker qui remonte une vulnérabilité à une entreprise, par exemple par mail, ou sur son fil Twitter, ou sur des choses comme ça, il est condamnable juridiquement. Ces plateformes-là, elles sont là pour cadrer le travail du hacker juridiquement. Comme les hackers et les entreprises s'entendent pour que les hackers leur remontent des failles, le hacker est protégé juridiquement. Si on devait brosser un panorama un peu plus large de ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité, en fait, on pourrait distinguer ça en deux axes. On a un axe qui représente les structures. D'un côté, les structures centralisées et de l'autre côté, les structures décentralisées. D'un autre côté, on a un autre axe qui représente les ressources, en fait. La matière grise, donc les hackers, l'intelligence artificielle, les ordinateurs. Ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer, c'est que petit à petit, on a un basculement du phénomène vers les structures décentralisées. Pour vous compreniez un petit peu plus, je vais prendre l'exemple de Uber. Uber, il a pris les taxis qui se trouvaient ici. Donc on était dans une structure centralisée avec de la matière grise, enfin des humains en l'occurrence. Il l'a déplacé ici. Donc là, c'est le système Uber tel que vous connaissez. Vous commandez un Uber sur votre téléphone. C'est tout un tas de chauffeurs disséminés sur la France, sur Paris en l'occurrence, qui va répondre à votre besoin. Et petit à petit, on voit qu'Uber a investi dans les voitures connectées, les voitures autonomes, de façon à déplacer la situation ici, entre l'intelligence artificielle et les structures décentralisées. C'est à peu près ce qui est en train de se passer dans le monde de l'informatique avec l'apparition du bug bounty. Enfin, du monde de la sécurité avec l'apparition du bug bounty. Rapidement, comment ça se passe un bug bounty? En fait, c'est super simple, c'est 5 étapes. Tout d'abord, vous allez fixer une cagnotte. Vous êtes prêt à mettre, je sais pas, 10 000 € pour sécuriser votre application. Ensuite, vous allez définir la mission. Une mission, c'est quoi? Une mission, ça va être une target. Donc vous allez dire, je veux tester telle application, je veux tester telle API, tel site web, etc. Sauf que dans cette mission, vous allez cadrer les choses. Vous allez dire, le hacker a le droit de tester de telle heure à telle heure. Parce que moi, je veux être capable de pouvoir monitorer ce qu'il est en train de faire sur ma prod. Vous allez dire que le hacker n'a pas le droit d'utiliser des scans automatiques, c'est-à-dire des choses qui vont faire monter en charge votre production et vous ne voulez pas qu'il y ait un impact sur les utilisateurs. Vous allez pouvoir cadrer tout un tas de choses comme ça. Ensuite, le hacker, une fois qu'il a travaillé sur votre prod, il vous envoie des rapports.
Le rapport, ce qu'il faut comprendre, contrairement au scanner automatique, c'est que c'est un rapport intelligible. C'est un rapport que vous, en tant que développeur, vous êtes capable de reproduire. Vous avez étape par étape la façon dont le hacker a réussi à découvrir la vulnérabilité sur votre applicatif. Et là, il y a une vraie plus-value derrière. C'est que le hacker, contrairement à un scanner automatique qui, lui, va se baser sur toutes les vulnérabilités qu'on connaît, il va faire appel à sa créativité de façon à réfléchir autrement que le développeur. Le développeur, lui, son but, c'est de répondre à un besoin. Il veut que l'application fonctionne correctement pour le client. Le hacker, lui, son but, c'est de se demander comment le développeur a pensé et comment il peut contourner la chose. Le hacker, pour vous donner un petit peu une idée, grosso modo, c'est le gars qui, quand vous lui dites que votre maison est sécurisée par une porte blindée, eh ben, c'est pas grave. Il va casser la fenêtre, il va passer par la fenêtre. Il va casser le mur, il va passer par le mur. Le mur en plaque à côté, il va passer par le mur. Pas de souci. Ensuite, vous validez les rapports. Comme c'est facilement compréhensible, vous êtes capable de reproduire la vulnérabilité. De la même façon qu'on vous remonte un bug fonctionnel ou un bug technique, vous êtes capable de reproduire petit à petit les choses. Une fois que vous avez vérifié la vulnérabilité, une fois que vous vous rendez compte que la vulnérabilité est avérée, vous avez juste à payer le hacker. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand vous voulez sécuriser votre applicatif, en fait, vous avez 3 approches. La première approche, le scanner automatique. Grosso modo, c'est un scanner qui va tourner et qui va dégrossir les failles les plus visibles, les failles les plus simples à trouver. Ensuite, vous avez les tests d'intrusion. Les tests d'intrusion, c'est quoi? C'est vous faites appel à un prestataire de service qui va vous mettre en place 2, 3, 4 personnes sur un temps limité. Vous allez définir une enveloppe avec lui et ils vont essayer de vous remonter des vulnérabilités. Ils vont essayer de trouver ça dans ce temps limité. Le problème, c'est qu'il faut tomber sur les bonnes personnes, avec le bon mindset, et qui ont la créativité pour trouver ces vulnérabilités. Ça fait beaucoup de facteurs. En fait, le bug bounty, ça prend le revers. Ça se dit que c'est la sécurité en continu. Vous allez profiter de la foule des hackers qui existent dans le monde, ou dans la France, si vous êtes par exemple un OIV qui devait travailler avec des hackers français, et vous allez leur dire, bah, moi je veux que mon site web soit testé en continu, donc remonte-moi des rapports en continu. Et là, on passe en fait d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'était vous avez une enveloppe et le prestataire de service vous remonte un certain nombre de vulnérabilités en fonction de ce qu'il trouve sur ce temps limité. L'obligation de résultat, c'est vous avez un hacker qui vous remonte une vulnérabilité et vous avez juste à payer la vulnérabilité. Il y a une vraie plus-value pour l'entreprise derrière. Rapidement, quels usages on peut trouver au bug bounty? En fait, vous pouvez faire un bilan et du monitoring de votre applicatif. L'intérêt, c'est d'avoir des failles qui vous sont remontées, d'avoir des dashboards qui vous disent, bah voilà, de temps à temps, j'ai introduit tant de failles dans mon système. De temps à temps, j'ai réussi à en corriger tant. Voilà à quelle vitesse je les corrige, etc., etc. Ça, c'est un premier usage du bug bounty. Un deuxième, c'est le benchmark des prestataires. Il faut savoir que là, dans les années à venir, les entreprises qui seront la cible d'attaques et pour lesquelles des données fuiteront sur le net, sera pénalement responsable. On les condamnera à 4% leur chiffre d'affaires en amende. Donc aujourd'hui, quand vous allez chercher à travailler avec un prestataire qui, par exemple, va vous fournir une librairie tierce, un service tiers, une API ou des choses comme ça, bah vous allez vouloir benchmarker ce prestataire. Vous assurer que lui ne va pas vous mettre pénalement responsable par rapport à la juridiction. À pas vous rendre pénalement responsable par rapport à la juridiction. Le bug bounty a un vrai intérêt quand il s'inscrit dans une démarche en fait DevOpsSec. Vous pouvez le faire de façon indépendante, mais l'intérêt, c'est de trouver les vulnérabilités au plus près de vos cycles de développement. Comment ça peut se passer concrètement? En fait, on va prendre le cas d'une entreprise qui est mymarketplace.com, qui vend des produits sur Internet et qui veut déployer son applicatif. Comme toute entreprise qui se respecte aujourd'hui, elle déploie son code, elle push son code sur un GitLab, un système qui lui permet de versionner son code. Le code est récupéré par Jenkins, qui, en s'appuyant sur Docker, va containeriser l'application, la builder et la tester. On va passer les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests d'acceptance, tests de régression UI, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, si on s'appuie sur Docker, on peut aussi passer des tests de sécurité ZAP. On a la fondation OWASP qui a délivré un container qui permet de passer des tests de sécurité automatiques pour déjà dégrossir une partie de l'applicatif, une partie des vulnérabilités. Ensuite, une fois que vous avez buildé votre container, vous avez buildé un container pour la prod, mais vous avez aussi la possibilité, avec Docker, de builder le même container pour le bug bounty. C'est ce container-là qui va être utilisé par Yogosha. Vos hackers,
les hackers vont se connecter en VPN sur ce container-là. Ils vont se connecter en VPN sur ce container-là, remonter les failles. Les failles seront automatiquement pushées sur GitLab. Les développeurs n'auront plus qu'à les traiter, les corriger, refaire un double check avec le hacker, le pousser en prod, et c'est bon. Voilà, c'est tout pour moi. Donc le hacker, il a accès à quoi en fait? Parce que là, il a accès au conteneur, mais du coup, dans une vraie application en prod, il aurait accès au service vraiment, mais pas vraiment au code source ou... Alors en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. Si tu veux, le hacker, c'est toi en tant qu'entreprise qui va décider ce à quoi tu lui donnes accès. Nous, on a par exemple des entreprises qui donnent accès à un mirroring de la prod que eux contrôlent, qui n'a pas des datas de la prod. C'est un jeu de test, par exemple, un jeu de test que vous auriez utilisé pour les tests fonctionnels. Et c'est sur ça qu'ils vont travailler. Il y a encore une deuxième approche, c'est vous pouvez choisir si c'est du white box ou du black box. Le white box, c'est le hacker a des credentials, il peut se connecter à l'application, il a accès à tous les applicatifs et il fait ses tests. Le black box, c'est le hacker, il a la porte fermée et il tente d'entrer. Donc il y a ce genre de réponse qu'on peut trouver. Ça répond à ta question ou pas? Parfait. Merci pour ton talk. J'avais une petite question au niveau de la rémunération des hackers. C'est quoi le revenu moyen, le revenu max? Combien de personnes touchent de l'argent dessus? Alors, faut savoir qu'une faille, si tu veux, quand on te remonte une faille, on va la scorer avec ce qu'on appelle le CVSS. C'est un standard de sévérité qui permet aujourd'hui de permettre aux entreprises et aux hackers de communiquer sur une faille. C'était un vrai problème avant, en fait. Le hacker, avant, remontait une faille au doigt mouillé et il disait, bon voilà, moi je considère que c'est criticité moyenne. Aujourd'hui, maintenant, on est capable de scorer ça. Donc pour une faille de criticité faible, on va trouver des prix entre 100 et 200 euros. Par contre, pour une faille de criticité très élevée, critique, qui te permet d'avoir un impact sur ton business, on va plutôt être sur des prix de 5000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, tu vas le scaler en fonction de la taille de ton entreprise. Si toi, tu es juste une start-up, 5000 euros pour une faille critique, bah c'est déjà un gros budget pour toi. Par contre, si tu es la Société Générale, la BNP ou que sais-je encore, bah une faille critique qui te permet, je sais pas, de faire sortir, de faire des transferts d'argent, de faire ce genre de choses, bah là, tu vas tout de suite mettre beaucoup plus cher. En fait, tu vois, ça s'équilibre comme ça. Attends, j'ai pas entendu. En moyenne, en fait, si tu veux si tu veux que je te donne des chiffres sur le dernier bug bounty qu'on a lancé, en une semaine, il y a eu 20 rapports qui ont été remontés, 5 critiques, et chacun des critiques était payé 5000 euros. Donc c'est pas le même hacker qui les a tous remontés, mais ça peut te donner une idée déjà du genre de choses qu'on peut remonter sur un bug bounty. Bon, merci pour le talk. Est-ce que tu as des stats sur le rapport entre les failles techniques donc, que vous corrigez et tout ce qui est social hacking? Parce qu'à une époque, il y a tous les GAFA qui ont fermé, blindé, parce que en fait, les gens attaquaient en social hacking plutôt que faire du technique. Pour le moment, nous, chez Yogosha, on ne fait pas de prestations en social engineering, enfin de prestations. On ne demande pas aux hackers de faire ça. Ça n'a pas encore été demandé par les entreprises. Donc, j'ai pas du tout d'informations là-dessus. Je ne sais même pas s'ils le font sur d'autres plateformes. Moi, c'est plus général, c'est à peu près la même question, mais plus générale. Aujourd'hui, la surface d'attaque, elle est tellement énorme que quand on est même en mode black box, les attaques de l'intérieur ne sont pas du tout pareilles que les attaques de l'extérieur. Donc, il y a les mobiles, il y a plein de choses. Est-ce que finalement, une bounty, c'est bien, ça permet de trouver une faille directement, mais est-ce que ça va pour autant permettre d'améliorer la sécurité à terme? Bah, le problème, c'est que comme toute gestion de risque, tu peux pas garantir la sécurité, tu peux pas garantir le risque zéro. Là, l'approche du bug bounty, en fait, c'est d'essayer de tendre vers zéro. On est toujours dans la même idée. Là, ce que je vous ai présenté avec le cercle vertueux qui montre qu'on rentre dans une sécurité continue, je vous garantis pas qu'en prod, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de vulnérabilité. Par contre, ce que je vous garantis, c'est que la vulnérabilité, vous n'allez pas la trouver 6 mois après. Parce que corriger un bug 6 mois après, une vulnérabilité 6 mois après, ça coûte super cher. Vos développeurs ne savent pas comment ils l'ont implémenté, savent plus comment ils l'ont implémenté, savent plus nécessairement où est le code. Le code a bougé, c'est une chose vivante, etc.
Donc il n'y a pas de risque zéro, c'est difficile de quantifier. Donc c'est une approche parmi tant d'autres. On n'est pas le bug bounty, ça remplace pas le pentest. Il faut bien le comprendre. C'est une approche complémentaire. Et en cumulant des approches comme ça, on peut espérer améliorer la sécurité de manière générale. Des dons de... On n'a pas eu de 0D pour le moment. Ouais. Non, on n'en a pas. Moi, j'en ai pas là sur moi. Mais je peux demander pour t'en donner. Est-ce que vous publiez les failles si elles n'ont pas été corrigées? Est-ce qu'on publie les failles si elles n'ont pas été corrigées? Non, il faut savoir que dans le monde de la sécurité, on a ce qu'on appelle le responsible disclosure. Alors voilà, non, le problème c'est qu'il y a deux façons de prendre les choses. Soit vous pensez vraiment comme un hacker et vous vous dites, moi j'ai trouvé une faille, je la remonte à l'entreprise et je mérite la reconnaissance de mes pairs, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que dans le monde du hacking, c'est la reconnaissance des pairs qui est plus importante qu'autre chose. C'est moi je suis meilleur que tel et tel hacker. Et donc oui, vous disclosez la faille. Nous, on essaie de faire comprendre à nos hackers, enfin les hackers avec qui on travaille, je dis nos hackers, mais c'est que le bug bounty c'est du win-win en fait. Vous essayez d'aider l'entreprise et en même temps vous êtes rémunéré. Donc vous avez tout intérêt à la respecter. Vous avez tout intérêt, si vous voulez continuer à travailler avec d'autres entreprises, à être dans une relation de confiance et à éviter de discloser des choses et la mettre en danger pour ce genre de choses. Donc non, on évite ça. Merci. Donc n'hésitez pas à lui poser d'autres questions après. Voilà.